Bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'analyse des grands sujets. Aujourd'hui, nous aborderons un dossier qui pourrait rebattre les cartes diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Après des mois de tensions ouvertes entre le Bénin et le Niger, un changement de ton semble s'opérer. Dialogue relancé, signaux d'apaisement, coopération sécuritaire évoquée. Cotonou et Niamey seraient-ils en train de tourner la page de la crise ? Une évolution loin d'être anodine, car derrière ce rapprochement, il y a plusieurs enjeux, notamment la lutte contre le terrorisme dans le nord béninois, les intérêts économiques autour du pétrole nigérien, mais aussi la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, devenu un acteur incontournable dans la région. Alors, faut-il y voir un simple rapprochement stratégique ou le début d'une nouvelle architecture géopolitique ouest-africaine? Quels pourraient être les impacts pour la CEDEAO et surtout ce réchauffement entre le Bénin et le Niger peut-il ouvrir la voie à une détente plus large entre les États côtiers et les régimes sahéliens? C'est ce que nous allons analyser ensemble puisque ça fait l'actualité. Je vous le disais, après des mois de crispation diplomatique, les lignes semblent bouger entre le Bénin et le Niger face aux menaces terroristes grandissantes et aux impératifs économiques. Plusieurs initiatives de dialogue ont été relancées. Pour certains analystes, cette dynamique pourrait marquer le début d'un réchauffement diplomatique entre le Bénin et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et donc, je vous propose de suivre ce reportage de Seydou Ouattara. On se retrouve juste après. La tension diplomatique entre le Bénin et le Niger a un fort impact économique dans les deux pays. Le Bénin a perdu des recettes douanières et portières. Le Niger a vu son accès à la mer bloqué. Depuis fin 2024, la frontière a été progressivement ouverte, mais la méfiance demeure. La normalisation des relations entre les deux pays est un processus très complexe. Bien qu'ils ont établi la discussion diplomatique en Chine, chaque pays campe sur sa position. Le Niger a récemment expulsé le diplomate béninois et procédé à la fermeture de son ambassade. Cependant, la perspective de normalisation s'articule autour de quelques enjeux précis. Coopération technique, rencontres douanières, coordination sécuritaire, mais sans réintégration politique forte. Si les positions idéologiques se durcissent, l'AIS privilégie le corridor togolais ou burkinabé. Le Bénin renforce son ancrage CEDEAO. Conséquence, coûts économiques plus élevés pour les deux pays. Développement de la contrebande et perte d'influence régionale. Résultat moins probable à court terme, mais possible si la médiation togolaise ou africaine aboutit. Cela passerait par une reconnaissance mutuelle, un cadre de sécurité commun et un accord commercial bilatéral, hors CEDEAO. Le Bénin jouerait la carte du pont entre la CEDEAO et l'AES. Au plan sécuritaire, la menace djihadiste dans le parc W et le Nord Bénin impose une coordination avec le Niger et le Burkina. Sans cela, les deux pays seront en difficulté. L'AES se tourne vers la Russie, le Bénin reste aligné sur l'Occident et la CEDEAO. Cette posture peut créer des frictions, mais pas bloquer le commerce parce qu'à Malanville et Gaïa, les familles et les commerçants sont liés. Et voilà un reportage de Seydou Ouattara qui revient sur les tensions passées et les impacts, sans oublier les nouvelles perspectives de coopération entre le Niger, le Bénin et même toute l'Alliance des États du Sahel. Et pour décrypter donc cette recomposition régionale, nous recevons sur le plateau Michel Bétard. Bonjour. Bonjour, Akessi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, je rappelle. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et avec vous, Eric Bayala, bonjour. Bonjour, Aïcha. Journaliste également. C'est ça. Merci beaucoup d'être là avec nous pour décrypter cette actualité assez brûlante parce qu'on le sait, depuis dimanche, on a vu l'investiture du président béninois et une nouvelle étape aussi, on pourrait le dire, dans les relations. Alors, on l'a vu dans le reportage, messieurs, il y a eu des tensions entre le Bénin et le Niger et aussi dans toute l'Alliance des États du Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose a changé? Eric Bayala, je vous pose la question. Oui, mais au regard du tableau qui nous a été donné de voir à l'occasion de l'investiture de son Excellence M. Romuald Wadani, le nouveau président élu du Bénin, on a vu le Niger avec une forte délégation conduite par son Premier ministre
Et à côté de cela, il y a eu des délégations venues également du Mali et du Burkina Faso. Ces différentes délégations ont été conduites par les différents ministres des Affaires étrangères respectifs. Je pense que c'est un signal fort. Cela dénote de ce que les dispositions de part et d'autre sont en train de prendre une autre couleur, d'autant plus que dans un passé très récent, on a vu dans le reportage, l'ambassade du Bénin au Niger, notamment à Niamey, avait été fermée, l'ambassadeur rappelé, pour ne pas dire expulsé. Mais aujourd'hui, si les autorités nigériennes viennent, et notamment ceux de l'AES, participent à un haut niveau à l'investiture, je pense que cela peut être perçu comme un début de décrispation des relations diplomatiques entre le Bénin et les États de l'AES, notamment le Niger. D'accord. Alors, on pourrait parler d'un état de décrispation. Michel Betta, vous partagez cet avis? Oui, mais pour le dire, même si les signaux sont au vert, montrent que vraiment il y a une volonté de part et d'autre de normaliser les relations, rien n'a été encore posé comme acte de façon concrète. Donc pour l'instant, nous sommes encore en train d'observer, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a un sentiment de méfiance qui est né suite aux différents que les deux pays ont traversés en son temps. Le Niger a accusé le Bénin d'abriter des forces en voulant déstabiliser le régime nigérian. Donc on comprend que même s'ils veulent montrer des signes, pour l'instant, ils n'ont posé aucun acte. Mais visiblement, au regard de ces signes-là qui ne sont pas anodins quand même, parce qu'il faut le dire, en matière diplomatique, rien n'est fortuit. Quand un acte est posé, il faut savoir le décrypter et prédire ce qui peut arriver. Pour l'instant, au regard des actes qui ont été posés, notamment le déplacement personnel du Premier ministre Ali Mahmad, qui conduisait une forte délégation de l'AES, on dit près de 16 personnes, avec à leur tête non seulement le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères du Bénin et du Burkina, le ministre des Affaires étrangères du Mali, tous ceux-là sont venus. Et puis le Premier ministre l'a dit dans son allocution, lorsqu'il a été interrogé, il a dit que ce n'était pas une action solitaire, c'était une action bien concertée des chefs d'État. Et ce sont eux qui ont donné leur feu vert pour qu'ils soient là-bas. Donc on peut le dire sans trop fuir, même si aucun acte n'a été posé, mais les signaux qui ont été apportés de part et d'autre montrent que chacun veut faire un pas vers l'avant. Parce que Ouadani, il ne faut pas l'oublier dans son discours, l'a invoqué, il faut que cette coopération soit effective. On va revenir justement sur ce discours et aussi le Premier ministre. Donc, pour dire d'une part, de part et d'autre, il y a des signaux qui montrent que les deux pays veulent passer à autre chose pour leurs intérêts communs. Mais est-ce que, visiblement, comme le Bénin a adopté la posture de la CEDEAO, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est à bon sien? C'est bien pour les États de la CEDEAO qui ont adopté une position commune. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas regarder le Bénin comme un enfant qui n'agit pas conformément à ce que les autres États de la CEDEAO ont indiqué? Mais tout cela, on va aborder cela dans nos analyses. Alors, Eric Bayalaman, je pose la question. Comment est-ce que les relations entre le Bénin et le Niger se sont détériorées progressivement pour atteindre ce niveau? C'est-à-dire que qu'est-ce qui n'a pas marché au D'abord, je pense que tout est parti sur les questions sécuritaires. Il y a eu des accusations mutuelles de ce que le Bénin abritait d'abord sur son sol des forces étrangères pour déstabiliser non seulement les pays de l'AES. Le président du Faso l'avait si bien dit à l'occasion d'une de ses allocutions pour dire qu'il y a des forces étrangères. Il y a également les questions de géopolitique parce que les partenaires internationaux du Bénin se situent dans le monde occidental, tandis que les pays de l'AES sont tournés vers la Russie. Donc ils estiment que c'est un partenariat qui est encore sous tutelle et que la CEDEAO continue de recevoir des ordres des grands maîtres, si on peut le dire, tandis qu'eux, ils cherchent à s'affranchir politiquement, ils veulent avoir une indépendance totale. À côté de cela également, il y a eu les questions au niveau des différentes frontières sur le pétrole, notamment sur les pipelines du Niger qui devraient desservir sur les ports béninois, qui finalement, les frontières se sont retrouvées fermées.
Après, ça a créé des tensions au niveau commercial entre les deux États. Et puis bon, par la suite, le clou est arrivé avec... parce que quand on expulse un ambassadeur d'un pays frère, je pense que c'était vraiment le franchissement du Rubicon. Et malheureusement... et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de situations qui se sont présentées, qui ont fait qu'il y a eu cette détérioration. Comme l'a dit Michel Betta, le Premier ministre nigérien est venu à l'investiture du président béninois et il a fait un discours, il a déclaré que entre le Niger et le Bénin, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il a dit, vous l'avez bien répété, c'est-à-dire que chaque pays veut se donner les moyens de passer à autre chose. Voyez-vous, c'est un retour à la normale. Non, je ne crois pas que l'AES soit en train de vouloir venir dans l'espace CEDEAO. C'est plutôt l'AES qui souhaite qu'on laisse à ces pays-là le droit de diriger leur pays comme ils le veulent. Mais bon, au-delà même du discours, moi je dis souvent que personne n'est contre la souveraineté des États, mais il faut savoir mener cette souveraineté-là. Quand on voit aujourd'hui un Bénin qui a un budget de plus de 3 000 milliards, une population de près de 15 millions, il a besoin de beaucoup d'argent pour amorcer un développement qu'il a amorcé sous talon. Donc Ouadani a tout intérêt à ouvrir les vannes pour que l'économie soit plus florissante. Du côté du Niger, on constate aussi le budget de plus de 2 000 et quelques milliards, et là-bas, c'est pas reluisant. On voit comment l'économie s'effondre. Donc, ils ont besoin des autres pour avancer. Ils ont besoin notamment du littoral, parce que ces pays-là sont pour la plupart hors de la mer, ils sont enclavés. Donc, ils ont besoin du littoral pour aller. Pour l'instant, ils utilisent le littoral du Maroc. Et le chemin est long et c'est difficile pour eux. Donc, ils ont besoin de ce littoral béninois-là pour amorcer une économie assez florissante et dynamique. Donc, ils ne peuvent pas se passer de cette relation-là. Eric, on va permettre à Eric Bayala. C'est vrai que le président malien a fait cette déclaration. On a aussi le président béninois qui a parlé d'une coopération régionale qui est axée sur la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, quand on sait que les deux pays luttent, on va dire, de part et d'autre contre le djihadisme. Est-ce que vous pensez que c'est un retour à la normale de façon... Oui, on ne peut pas dire que... Définitive. Non, justement, parce que pour parler de retour et de normalisation définitive, il faut des accords structurés entre les différents États pour marquer le clou. Mais à ce niveau, je pense que ce sont des dispositions de part et d'autre qui nous amènent à indiquer qu'ils sont dans de bonnes dispositions d'esprit pour franchir le pas, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un ennemi commun, c'est la question du terrorisme qui concerne l'ensemble de l'espace CEDEAO. Aucun État n'est à l'abri. Et aujourd'hui, pour lutter contre ce phénomène-là, nécessairement, il faut du renseignement. Et donc, il y a la coopération militaire qui doit se mettre pour déclencher les vannes l'identité au niveau de la sécurité, pour savoir quels sont les différents mouvements qui viennent, donc pour voir comment est-ce que prendre des dispositions communes pour lutter contre la question du terrorisme. Donc, au niveau de la coopération sécuritaire, aussi bien cela engage le Bénin vis-à-vis du Niger, mais par-delà, il faut voir un engagement également de la CEDEAO, parce que les autres États membres de la CEDEAO ne sont pas aussi à l'abri, parce qu'il y a des incursions de questions de terrorisme aussi bien au Ghana, on en a vu au Togo, la Côte d'Ivoire n'a pas été en reste, et donc vous comprenez que tous ces pays-là ont besoin d'une coopération pour lutter, une coopération régionale pour lutter contre la question du terrorisme. Donc quand le président béninois pose la question, c'était un postulat qui est déjà vrai, qui fait en sorte que cela augure de bonnes perspectives, d'autant plus que c'est un nouveau président qui arrive. Et donc on peut dire que la page Talon est passée, parce qu'avec le président Talon, ça n'avait pas été toujours au beau fixe. Les tensions ont gagné, j'allais dire en intensité un tant soit peu, mais maintenant quand Monsieur Romuald Ouadini arrive et qu'il tient un discours d'ouverture, d'apaisement, je pense qu'il est dans une nouvelle dynamique. Cette dynamique qui participe à rapprocher les États, à enclencher les leviers de la coopération sécuritaire au niveau régional, à faire en sorte que les États se parlent. Plus les États se parlent, mieux il y aura moins de méfiance. Et je pense que si le mur de la méfiance est brisé,
progressivement, on pourra aller vers des accords structurés qui pourraient donc déclencher véritablement le retour, sinon la normalisation de la coopération, aussi bien sécuritaire au niveau commercial et sur d'autres leviers importants. Parce que vous voyez que le Niger et le Bénin, ils ont en commun une grande frontière, oui. Et puis les populations se fréquentent, même si les frontières au niveau institutionnel disent sont fermées, mais les populations elles continuent de garder leur mobilité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que les canaux diplomatiques n'ont pas été rompus, quand bien même qu'il y a eu des tensions au niveau politique, mais diplomatiquement, les uns et les autres se sont parlé. La preuve, je pense que c'est par ces canaux-là que les invitations ont été lancées pour que des délégations de haut niveau viennent participer à cette cérémonie d'investiture. Justement, les délégations de haut niveau, je pose la question à Michel Betta. On a aussi eu, à part le Niger, on avait d'autres délégations de l'Alliance des États du Sahel. Oui, on a eu... il faut noter, avant de parler de délégation, que par le passé, avant cette venue des pays de l'AES, ils ont été invités à la célébration des indépendances du Bénin et ils n'y sont pas allés. Donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, en les voyant, on peut pousser un ouf de soulagement pour dire que des choses sont en train d'avancer. Avec Romuald Wadani? Non, avec Talon. Avec Romuald Wadani, on peut penser que tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Et à côté du Niger, il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères du Mali, Diop Moustapha, et celui de Burkina, Traoré. Donc, c'est vous dire que tout cela, s'ils ont effectué le déplacement, c'est la preuve que l'AES veut se donner les moyens d'ouvrir les vannes de la coopération, non seulement sécuritaire, mais aussi économique, avec les États de la CEDEAO, parce que c'est une économie qui est fortement en souffrance aujourd'hui. Leurs économies sont fortement en souffrance. Et N'est-ce pas là une manière, peut-être de façon indirecte, de rejoindre la CEDEAO? Je repose encore. Oui, mais je disais qu'on n'est même pas encore au stade de rejoindre la CEDEAO, parce que je pense que étape quand même. Non, quand je dis cela, parce que leur plus grand, ce qui fait encore leur pouvoir leur permettre de tenir encore leur pays, c'est ce discours souverainiste. Et ce discours souverainiste, s'il est balayé, parce que quand ils rejoignent la CEDEAO avec tous ceux qu'ils ont dénoncés, c'est-à-dire la France-Afrique, la mainmise de l'Occident dans l'économie des pays de la CEDEAO, et tout cela. Donc, ils auront du mal à pouvoir contenir ceux qui les soutiennent jusqu'ici. Parce que quand tu dis que tu rejoins la CEDEAO, il faut aller aux élections, il faut organiser des élections avec toute la classe politique. Bon, je ne crois pas que ceux-là ils soient encore dans ce schéma-là, puisque récemment on a vu avec le Burkina qui s'est donné jusqu'en 2029 pour espérer organiser des élections. Bon, bref, donc ils ne veulent pas accepter le schéma de la CEDEAO, ils ne sont pas prêts d'y entrer, mais ils sont prêts à coopérer pour que vraiment, comme on a vu au Mali aujourd'hui avec cette situation djihadiste-là, qui a même presque le pays sans dessous. Donc on comprend qu'ils ont tout intérêt. S'ils veulent maintenir, la preuve en est qu'eux-mêmes, ils avaient promis une force de 15 000 hommes, une force sécuritaire, mais ils n'ont même pas pu la réunir. Donc, ils ont même les moyens pour tenir cette force-là, ils savent qu'ils n'en ont pas. Quand tu regardes leurs différents budgets, il faut encore sacrifier de l'argent pour les militaires. Je ne crois pas qu'ils puissent le faire. Même la coopération, aujourd'hui, qu'ils vantent avec la Russie, n'est pas prête de les y aider. Ça, il faut se l'avouer. Donc, aujourd'hui, ils ont tout intérêt que cette coopération dans laquelle les pays de la CEDEAO mettront beaucoup d'argent, parce que maintenir tes troupes, c'est de l'argent. Et ils ont ouvert même une banque. Ils ont promis mettre 500 milliards. Jusqu'ici, ils n'ont même pas mis un sou. Donc, bref, pour dire que jusqu'ici, ils sont dans une situation de des discours, mais les axes viennent peu. Et s'ils savent que ceux qui ont les moyens, c'est ceux de la CEDEAO qui ont un peu de moyens pour distraire, pour contenir une troupe, pour entretenir une troupe. Donc, ils ont tout intérêt à se rapprocher pour espérer que sécuritairement, ils soient à l'abri, tant soit peu, du péril djihadiste, parce que ce qui se passe au Mali actuellement, on n'est même pas encore sorti de l'ornière. Donc tout cela mis ensemble, je crois que les pays de l'AES gagneraient aujourd'hui à comprendre qu'ils ont tout intérêt à mettre leur orgueil de côté pour venir coopérer afin que, je l'ai dit dans le terme de mon discours, que tout le monde est souverainiste. Faudrait pas que les gens... On va revenir. Voilà, faudrait pas que les gens sur ce discours-là pour oublier que chacun veut se diriger par lui-même.
On va revenir, Michel Betta, mais je me tourne vers Éric Bayala. Alors, on a parlé de sécurité au niveau des frontières Bénin-Niger. On le sait très bien, à part la sécurité, les deux pays partagent aussi d'autres intérêts économiques avec le pipeline pétrolier. Est-ce que vous pensez que le poids des enjeux aujourd'hui doit accélérer la normalisation entre ces deux pays? Ah oui, ça c'est une évidence. C'est une évidence dans la mesure où tous les développements auxquels aspirent les pays sont portés par des élans économiques un peu plus forts et durables. Et aujourd'hui, l'une des ressources premières du Niger, c'est le pétrole que le Niger découvre. Donc il y a un pipeline avec un groupe chinois qui a été signé et qui devrait venir jusqu'au port de Cotonou pour qu'il puisse être exporté. Le pipeline a été, avec les questions de tension politique qu'il y a eu entre les deux États, on a vu que c'était fermé. Le Bénin, sinon le Niger voulait se retourner vers le Tchad à un certain moment. Mais quand on regarde la construction de ce pipeline qui va traverser tout le Niger jusqu'à passer le Niger également, c'est une grande superficie. En termes de superficie, c'est un pays qui est très vaste. Et donc, ils ont reconsidéré leur position. Aujourd'hui, mais comme nous le disions, il ne s'agit pas d'une relation entre deux petits copains, il s'agit d'une relation entre des États, là où les égos et les considérations personnelles doivent prendre congé et laisser le libre cours aux échanges économiques entre les États pour le bonheur des différentes populations. Et donc oui, aujourd'hui, les enjeux économiques commandent que les uns et les autres mettent le pied sur l'accélérateur, de sorte à ce que, avec les exigences des populations aujourd'hui qui aspirent à un mieux-être, les États ont besoin de ressources. Et les ressources, c'est à partir de ce dont vous disposez. Et donc, comme il s'agit là du pétrole du Niger, il faut bien qu'on puisse trouver un débouché sur, qu'on appelle ça, les côtes, pour pouvoir l'exporter. Et donc, avec les études menées et qui ont conduit à la construction des différents pipelines, il est question qu'on puisse relancer l'économie, sinon les relations économiques rapidement, pour permettre donc aussi bien au Niger de bénéficier de l'exportation de son pétrole, mais permettre également au Bénin d'avoir également des bénéfices sur tout ce que cela va engendrer comme trafic à partir de son port. Et donc, c'est tout bénéfice pour les deux États et je ne pense pas que l'occasion sera donnée pour que chacun puisse trouver de quoi redire en allant se réfugier derrière des considérations qui ne vont pas véritablement arranger les deux États. Et je pense que le nouveau président du Bénin a donné le ton pour dire effectivement, sur les Patrice Talon, on a connu des situations difficiles entre nos nations, mais sachez que moi, je suis dans de nouvelles dispositions d'esprit. Parce qu'on peut être politiquement opposé, mais ça n'empêche pas que les relations économiques entre les États continuent parce que chaque État a un petit profit. Et donc, je pense que ça sera l'occasion pour accélérer la coopération économique. Alors, Michel Betta, malgré ces gestes d'apaisement, quand je parle de gestes avec cette image forte des délégations qui étaient présentes à l'investiture du président Romuald Wadani, quels pourraient être les freins à cette normalisation entre ces États qui partagent les mêmes frontières? Bien entendu, vous l'avez dit, quels pourraient être les freins? Les freins pourraient être d'abord idéologiques. Et ensuite, il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui, pour le Bénin, l'auteur du coup d'État de décembre dernier, qui a failli perdre le régime Talon, serait réfugié, selon des indiscrétions, au Niger. Donc, il y a encore un sentiment de méfiance. Même si on veut vraiment renouer les relations, on se dit, est-ce que celui-là ne va pas nous piquer, va pas nous poignarder dans le dos, il ne va pas nous organiser une tentative quelconque pour évincer le régime afin de contrôler beaucoup plus les relations avec ce pays-là. Donc, il y a toujours ce sentiment de méfiance qui est là, mais je crois que les pays ont compris quand même qu'il faut aller au-delà de nos ressentis, de nos méfiances, pour construire ce qui peut être plus solide. Et moi, je dis, comme vous le dites, aujourd'hui, il ne peut pas avoir des relations entre pays et pays seulement. Il faut aussi que le Bénin envoie son partenaire, si bien entendu les relations se renouent, à vraiment adopter une posture plus, je dis, démocratique. Parce que à ce niveau-là, on est pratiquement à la fin. Voilà, à ce niveau-là, le Bénin n'est pas avancé, et le Niger n'est pas avancé. Le Bénin fait des efforts, mais les pays de la CEDEAO, c'est ce qu'ils souhaitent pour chaque État. Que les pays vraiment renouent avec
le cycle des élections, le cycle démocratique pour permettre au peuple de décider de qui conduit les rênes du pays. Et ça, on peut pas tergiverser dessus. Auquel cas, nous-mêmes nous exposons nos pays à des régimes dictatoriaux, les régimes dirigés demain par des militaires qui viendront faire un coup d'État et s'imposer à tous. Éric Bayala, aujourd'hui, quel est l'enjeu qui se joue derrière ce possible rapprochement entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et le Bénin? Oui, les enjeux, on en a parlé au cours de cette émission. Nous avons dit que les enjeux majeurs, ce sont les enjeux économiques. Au-delà, les enjeux économiques et les enjeux sécuritaires. C'est vrai, Michel me disait que le probable auteur de coup d'État se situerait au Niger, mais je ne pense pas que pour un individu, les nations puissent, sinon les États puissent véritablement mettre ça en avant. On l'a vu, hein, on l'a vu. On ne va pas revenir sur oui, on va pas revenir, à la fin de l'émission. Sinon, oui, sinon pour une seule personne ou même deux personnes, il y a eu quand même des... Oui, mais tout récemment, rappelez-vous que le Togo n'a pas hésité pour livrer le président et l'ex-président, comment on appelle ça, Damiba au Burkina Faso, au nom de leur coopération, au nom de leurs intérêts. Et donc, celui qui a fait le coup d'État, qu'est-ce qu'il vaut au nom des intérêts qui pourraient lier le Niger et le Bénin? Et donc, moi, ça ne peut pas être un frein. Bien évidemment, si aujourd'hui vous avez vu une délégation de haut niveau du Niger qui s'est empressée pour venir à cette investiture, c'est parce que de part et d'autre, ils ont pesé les conséquences économiques, les conséquences sécuritaires sur les nations, et donc ils ont estimé qu'il faut que chacun de nous puisse franchir le pas. C'était donc la passerelle tout trouvée pour que, on dit, il y a eu une investiture, il y a un nouveau président, c'est un nouveau visage, c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle approche, c'est une autre manière de gérer les affaires de l'État, c'est une preuve d'humilité, d'engagement et donc de géostratégie. Pour eux, c'était la bonne balle qu'il fallait saisir au rebond. Merci beaucoup, merci Éric Bayala, journaliste avec Michel Beta, également journaliste. Merci pour votre décryptage et analyse sur cette question. AES Bénin. On a vu l'image forte avec les délégations de l'AES à l'investiture du président béninois Romuald Wadani. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, on peut le dire. Ce qui se joue aujourd'hui entre le Bénin, le Niger et même les autres pays des États du Sahel dépasse largement une simple crise bilatérale. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite pour un autre numéro de Ça fait l'actualité.